Et c'est vrai que ce puissant rebond boursier auquel on assiste depuis vendredi, plus de 3% sur le CAC 40 vendredi et plus d'1 aujourd'hui lundi, en a surpris plus d'un alors qu'en toile de fond, il se risque de récession économique qui est quand même assez élevé. Bonjour, vous n'avez pas trop là. Bonjour David. Bon, pour le commun des mortels, il faut dire ce qui est, c'est à ne rien y comprendre. On lui parle de récession, l'inflation, tout augmente. Mais ce qu'il faut, c'est se mettre dans la tête des investisseurs et comprendre que si on devait ralentir fortement, voire tomber en récession, mécaniquement, ça réduirait l'inflation. Donc les banques centrales pourront être plus souples, peut-être stopper un peu ou lever le pied en matière de resserrement monétaire. C'est ça la logique. Moins de croissance égale moins d'inflation et donc c'est tout bénef pour Wall Street. Voilà le raisonnement des investisseurs. Et pourquoi pas? Oui, c'est le fameux bad news is good news, litote des anglo-saxons, qu'on a toujours dans un marché baissier. Donc au fond, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer ce qui se passe depuis la semaine dernière et donc avec son paroxysme. Personne n'a vu venir ce rebond, franchement, waouh. Il y avait quand même... Enfin si, c'est violent quand même. Oui, c'est violent, mais ce n'est pas une surprise pour les gens qui connaissent les marchés, et notamment les marchés baissiers. La variation de vendredi est importante en variation, mais peu significative en volume. Donc la conclusion, c'est plutôt, on va dire, des positions spéculatives de vente à découvert qui ont probablement été débouclées dans un phénomène d'accélération. Mais qu'est-ce qui s'est passé Mais il est censé ce raisonnement de se dire finalement moins de croissance égale moins d'inflation et donc c'est bon pour la bourse. Il s'entend ce raisonnement ou pas? Oui, il s'entend, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, il s'entend. D'ailleurs, on l'a vu sur le mouvement. On a vu. Ce qui est intéressant, c'est de croiser le mouvement sur les marchés actions, sur les marchés énergétiques et sur les marchés de taux. Et on a un mouvement qui est quasi symétrique. Donc, au fond, sur le pétrole reflue depuis le 9 juin. Sur les marchés de taux, c'est plus récent. C'est au fond derrière la conférence de presse de Jérôme Powell. Qui est la semaine dernière, qui a entraîné un mouvement d'aplatissement de la courbe des taux américaine et beaucoup de courbes de taux occidentales, si j'ose dire. Et donc, en finale, on a ce retournement sur les marchés actions. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis le début de l'année? Depuis le début de l'année, tu as une baisse globalement d'une vingtaine de % des marchés actions à travers le monde. Et dans le même temps, les consensus ont continué à réviser à la hausse sur 2022 et 2023. Consensus sur les bénéfices par action. Voilà, sur les agrégats, exactement, j'ai oublié de préciser, sur les agrégats économiques des sociétés, donc chiffre d'affaires, marge, tout ça. Donc c'est-à-dire qu'au fond, les marchés actions en valorisation ont baissé de plus que la variation auquel on a assisté. C'est-à-dire que, si on résume ça au PE, les price earning ratio, le cours sur bénéfice, a baissé de pas loin de 25 à 26% depuis le début de l'année, alors que les marchés actions avaient baissé. Donc ça veut dire qu'il y a une... tant mieux, ça rend... Oui, voilà, tant mieux. Donc on a rarement, sur les 30 dernières années, un tel gap, un tel écart entre ce qu'anticipe le marché et le consensus. Alors tout le monde attend les publications de juillet, du deuxième trimestre, et donc elles sont évidemment à risque, mais globalement, si tu mélanges tout ça, tu avais un marché qui avait anticipé beaucoup de choses, au fond une récession bénéficiaire, c'est soit aux États-Unis ou en Europe, des marchés obligataires qui ont commencé à s'aplatir, donc les taux n'ont pas continué leur progression, donc c'était au fond un soulagement. Des marchés énergétiques, notamment le WTI, mais d'autres, qui ont commencé à refluer. On a aussi des matières premières industrielles, cuivre, nickel, etc., qui ont fait leur plus haut depuis un mois et demi. Donc, tu avais un environnement qui était propice à ce rebond. Mais encore une fois, c'est un rebond avec très peu de volume. Donc, ça veut probablement dire qu'en instantané, on a atteint une valorisation excessive, mais ça ne change peut-être pas, ou ça ne change pas, le caractère probablement séculaire du marché baissier dans lequel on est rentré depuis le début de cette année ou la fin d'année dernière. Mais qui ne dure pas des années, historiquement, le marché baissier. On n'en sait rien. C'est justement la question. Pourquoi? Parce que là, je ne peux pas répondre... Mais le juge de paix, Xavier, ce sont les bénéfices par action. Et encore une fois, on se dit que les prochaines publications vont être très importantes. Bien sûr. Parce que qui dit ralentissement économique, dit ralentissement des profits. Et certains experts que j'ai pu avoir sur ce plateau m'ont dit qu'en gros, ce ralentissement de la croissance bénéficiaire était mal anticipé par les marchés qui étaient un petit peu trop optimistes. Ouais, moi j'avoue que j'aurais tendance à partager ce point de vue, mais je me dis quand même, ça fait la crise ukrainienne remonte au 25 février, donc on est au 25 juin passé, donc c'est-à-dire qu'il y a 4 mois. Je vois mal
les entreprises, les analystes, rester en état de lévitation et ne pas avoir révisé. Donc ça veut quand même dire que les analystes qui sont en discussion avec les sociétés qu'ils couvrent ont quand même à aujourd'hui des retours qui ne sont pas aussi défavorables. Donc probablement que le marché s'attendait à des alertes, les anglo-saxons des profit warnings. Mais quand il y en a eu, la sanction est d'une rare violence. Oui, quand il y en a. Peut-être ce qui nous attend justement, c'est des publications qui ne sont pas si mauvaises que ça sur le deuxième trimestre. Et au fond, le marché est peut-être au début d'un réajustement, ce qui voudrait dire qu'on a un mouvement, si on doit quantifier, parce que c'est ça qui intéresse nos auditeurs ou téléspectateurs, c'est est-ce qu'on est au début, on a fait un floor de valorisation et à partir de là, on peut ou latéraliser ou reprendre un train haussier, c'est peu probable. C'est un peu ce qu'on peut avoir par contre à court terme, c'est plutôt des publications qui ne sont pas si mauvaises que ça et qui justifieraient d'un repricing, d'une revalorisation avec une ampleur d'une dizaine de pourcents par rapport au point bas de jeudi soir dernier. Donc on a fait, si tu veux, en deux séances, la séance de vendredi et la séance d'aujourd'hui, on n'a pas fait la moitié du rebond possible, mais on a fait peut-être 30-35% de ce rebond. Donc le driver, ce sera quoi dans les prochaines semaines ou prochains mois? Ça reste la trajectoire des taux d'intérêt, notamment de la Fed et de la BCE, et ou la microéconomie, avec aussi, encore une fois, des publications de résultats. Voilà, c'est ça. Au fond, le driver, en faisant court, c'est l'énergie. C'est l'inflation. L'inflation, c'est l'énergie. L'énergie, c'est le conflit ukrainien. Donc là, il y a plusieurs... Ça semble s'inscrire dans la durée, quand même. Oui, mais on n'est peut-être pas à l'abri et éventuellement, peut-être que les Européens fassent... Tu vois, quand même, depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, tu vois que on est en mode panique en Europe. Que ce soit en Allemagne, que ce soit les réunions de l'UE, on voit bien que la problématique énergétique devient, quand un ministre allemand évoque un Lehman Brothers énergétique potentiel à la fin de cette année pour l'économie allemande, ça induit d'une certaine façon que peut-être les Européens vont avoir une stratégie plus diplomatique, si j'ose dire, vis-à-vis de la Russie, et peut-être qu'on pourrait avoir, c'est une hypothèse parmi d'autres, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais on pourrait avoir, si on avait une solution, un cessez-le-feu, des prémices que l'on ne voit pas à ce stade, mais des prémices d'une solution diplomatique, on aurait un reflux plus marqué des prix énergétiques, notamment du baril, et donc là, ça lèverait un espace de liberté aux banques centrales, puisque l'essentiel, en tout cas pour l'Europe, pour les États-Unis c'est plus mitigé, mais pour l'Europe, l'inflation vient essentiellement des prix énergétiques. Donc là, si on avait une désescalade sur le baril, ça ouvrirait des espérances. Donc le marché pourrait se stabiliser et peut-être reprendre un début de séquence haussière. Donc ça, à mon avis, c'est central. Je ne peux pas répondre à cette question, mais moi j'ai cru voir dans les discussions, notamment sur ce risque énergétique en Europe, ça s'amplifie. On a eu une lettre dans le journal du dimanche de trois grands responsables. Patron d'Engie, d'EDF et de Total Energy. Sur les risques et sur le rationnement énergétique qu'il serait souhaitable d'opérer pour cette fin d'année. Donc ça, c'est des signaux quand même très, très, très puissants. Ouais, en tout cas, on finit là-dessus. Le sujet du jour, c'était de se dire, est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'incohérence entre le fait qu'on nous matraque et qu'on parle de plus en plus de freinage et de récession possible, le marché a beaucoup et d'avoir un rebond boursier? Non. On est toujours dans des marchés baissiers. Un jeu, c'est une course-poursuite entre l'anticipation et la réalité. Et souvent, d'ailleurs, le meilleur moment ça aussi c'est un truc d'investisseur, le meilleur moment pour investir, c'est quand toutes les choses vont mal, c'est-à-dire au fond quand la récession devient incontournable. À ce moment-là, c'est une histoire d'horizon de temps. Le marché joue, les marchés et les horizons vont se rallonger et le marché va jouer devant. Donc au moment où la récession se matérialise, c'est souvent, pas toujours, mais c'est souvent le point d'entrée. On n'y est pas encore. Ou le pic d'inflation d'ailleurs, aussi on peut se dire. Il peut y avoir, alors sur l'inflation, exactement, il pourrait y avoir aussi, il y a ces pics, ces fameux points, ces points extrêmes. Le marché d'ailleurs est à la recherche de ces points, tu as raison de le mentionner, de ces deux points extrêmes. Le point extrême de l'inflation, il a été déçu à partir de fin mai, début juin, d'où cette accélération baissière. Ouais. Donc là, il y a un début d'espérance parce que sur l'indice du Michigan, la composante inflationniste qui a été publiée en fin de semaine dernière, était en reflux. Et puis il y a le cycle économique, la croissance réelle. Puis les PMI aussi, les PMI en Europe, aux États-Unis, un dizaine de directeurs d'achat, encore une fois, qui se rapprochent de cette zone dangereuse de la contraction économique. Oui, mais on n'est pas encore On est à 51 et des patates. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, d'où ce jeu d'anticipation, le marché essaye de jouer. Mais le risque le plus important à court terme me semble être l'inflation, parce que l'inflation domine
le comportement des banques centrales, discipline le comportement des banques centrales, et aux États-Unis et en Europe. Si on avait si on avait un reflux sur les matières premières énergétiques, là, ça ouvrirait un début d'espérance, puisque ça relâcherait une marge de manœuvre pour les banques centrales qui vont être placées devant une problématique singulière. À la fois combattre l'inflation dans un environnement potentiellement récessif. Ouais. Et ça, c'est compliqué. C'est la pire des choses, parce que ça veut dire qu'après, une fois elles auront probablement un potentiel de stimulation qui sera très contraint par ce qui vient de se passer. Ouais. Donc on n'aura plus les stimulations aussi puissantes. Stop and go. Voilà, c'est ça. C'est du stop and go. Donc, et donc le marché était on a eu ce revirement un peu comme une girouette fin de semaine dernière sur cette espérance. Allez, merci beaucoup. Explication signée Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital. Merci. Salut.